Bonjour à tous, je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo de l'effondrement de plusieurs civilisations du monde méditerranéen. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la naissance d'une civilisation, et pas n'importe quelle civilisation, la civilisation romaine. Quand on pense à Rome, on pense à l'immense empire qui s'étendait de l'Arménie à la Bretagne. Mais avant d'être cet empire, Rome n'était qu'une petite cité parmi tant d'autres. Et justement aujourd'hui je vais revenir sur les origines de cette cité devenue mythique. C'est parti. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos consacrées aux origines de Rome. Aujourd'hui, on va parler de la fondation de Rome en présentant d'abord les différents mythes fondateurs avant de voir ce que l'archéologie, mais aussi l'anthropologie et la linguistique peuvent nous apprendre sur la réalité de cette fondation mythique. Et pour terminer, on comparera le mythe et la réalité afin d'avoir la vue d'ensemble la plus complète possible sur la fondation de Rome. Commençons par le mythe. La fondation de Rome, c'est d'abord une légende, un mythe qui s'est construit au fil des siècles, plusieurs centaines d'années après les événements. Plusieurs auteurs nous rapportent ces mythes, comme Tite-Live ou Denis d'Halicarnasse, avec parfois quelques petites variations d'un auteur à l'autre, mais je vais essayer de vous faire un résumé synthétique et global de ce mythe afin d'avoir une vue d'ensemble. Je ne vais pas le préciser à chaque fois parce que ça va être un petit peu pénible, mais toutes les dates que je vais évoquer sont évidemment avant Jésus-Christ. Notre histoire commence il y a bien longtemps, aux environs du XIIe siècle, dans la cité de Troie. La ville est alors en proie aux flammes, car les Grecs, qui assiègent la ville depuis plusieurs années déjà, sont parvenus à pénétrer dans son enceinte grâce à un astucieux stratagème. Au milieu du chaos qui règne dans la mythique cité, quelques Troyens parviennent tout de même à s'enfuir. Parmi eux se trouve Énée, un jeune prince, fils de la déesse Vénus, et du mortel Anchise. Énée s'enfuit de la cité accompagné de son père, Anchise donc, ainsi que de son fils, Ascagne. Ils se procurent un bateau et partent vers l'Occident. Après un voyage assez long, comme vous pouvez le voir sur cette carte, Énée et sa famille finissent par débarquer dans le Latium. Après avoir été témoin d'un certain nombre de miracles, Énée est convaincu qu'il arrive au bout de son périple. Il forme alors une alliance avec Latinus, le roi du peuple local des aborigènes. Il va d'ailleurs épouser la fille de ce roi, Lavinia, et fonde en son honneur la ville de Lavinium. 30 ans après ces événements, le fils d'Énée, Ascagne, va à son tour fonder une cité, Albe la Longue. Pendant de nombreuses années, les descendants d'Ascagne vont se succéder sur le trône d'Albe la Longue sans qu'il y ait le moindre souci. Du moins jusqu'à l'arrivée d'un certain Amulius qui n'aurait jamais dû devenir roi. Mais il parvient à écarter du trône son frère Numitor, le roi légitime, et s'empare de la couronne. Mais Amulius n'est pas serein. Il a peur que Numitor ne vienne récupérer sa couronne ou que les descendants de Numitor ne viennent réclamer justice et le chassent du trône. Amulius va alors décider de priver son frère Numitor de toute descendance. Et pour cela, il va utiliser la religion locale. Il va obliger la fille de Numitor, Rhea Silva, à devenir prêtresse vestale. Les vestales étant des prêtresses dédiées à Vesta, elles font vœu de chasteté et doivent donc rester vierges. Mais une fois n'est pas coutume dans les mythes antiques, les dieux vont s'en mêler. La pauvre Rhea Silva va se faire violer par le dieu Mars et de ce viol vont naître 2 jumeaux, Romulus et Rémus. Amulius est alors fou de rage et ordonne que les 2 nourrissons soient immédiatement noyés dans le Tibre. Miraculeusement, les 2 bambins vont dériver le long du fleuve et s'échouer au pied du Palatin qui n'est alors qu'une colline parmi tant d'autres. Une louve les aperçoit alors et s'approche d'eux pour allaiter les jumeaux, morts de faim. Ils sont ensuite recueillis par un berger du nom de Faustulus et sa femme Acca Larentia. Le couple décide de les élever comme s'il s'agissait de leurs propres enfants.
Certains textes nous donnent une version un peu différente et nous disent que les deux jumeaux auraient été directement recueillis par Larentia, une prostituée dont le surnom était la Louve. Et c'est ce surnom de Louve qui aurait ensuite donné naissance au mythe des jumeaux recueillis par une louve. Mais bref, quoi qu'il en soit, Romulus et Rémus sont élevés par un couple de bergers. En grandissant, les jumeaux font preuve de force et de courage, mais mènent une vie relativement paisible. Mais cela ne va pas durer, car un jour, Numitor, leur grand-père, les retrouve et va leur révéler le secret de leurs origines. Après ces révélations, Romulus et Rémus vont assassiner Amulius et rétablir leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe la Longue. Après cela, les deux frères s'en vont fonder leur propre cité. Ils choisissent pour cela un lieu qui leur est familier, la colline du Palatin, sur laquelle ils ont passé le plus clair de leur enfance. Mais une rivalité commence à s'installer entre les deux frères, car tous les deux veulent être à l'origine de la fondation de cette nouvelle ville. Pour se départager, ils décident de prendre les auspices. Ils consultent la volonté des dieux en observant le vol des oiseaux. Rémus est le premier à apercevoir 6 vautours, mais Romulus, lui, en voit 12 et est donc désigné comme fondateur de la ville de Rome. À l'aide d'une charrue, Romulus trace autour du Palatin un sillon qui désigne la limite sacrée de la ville, le Pomerium. Cette ville porte le nom de Rome en l'honneur de son fondateur, Romulus. Mais Rémus, toujours jaloux, décide de franchir le sillon tracé par son frère. Les deux hommes en viennent alors aux mains et Romulus tue son propre frère. Il devient ainsi le premier roi de Rome. Concernant la date de cette fondation mythique, les auteurs nous donnent à peu près tous une date différente. Mais cette date se situe presque toujours au 8e siècle. Dans la tradition, c'est la date proposée par l'antiquaire Varron, 753, qui est retenue comme la date officielle. Je vous propose maintenant de laisser un peu de côté ce mythe afin de voir de façon un peu plus réaliste et terre à terre comment s'est passée la fondation de la ville de Rome. Même dans les mythes, c'est assez clair, ne serait-ce que par la présence des bergers qui ont recueilli Romulus et Rémus. Avant Rome, il n'y avait pas rien. On va donc remonter plusieurs siècles en arrière afin de voir ce qu'il y avait sur cette région avant la fondation de la ville. Je vais commencer par une petite présentation géographique du site sur lequel sera construit plus tard Rome. Le site de Rome est constitué d'un ensemble de 7 collines d'une 60aine de mètres. Le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Capitole, le Palatin, le Caelius et l'Aventin. Ce site est éloigné de la côte d'environ 25 km, mais bordé par le fleuve Tibre, qui inonde d'ailleurs régulièrement la zone. Ce qui deviendra par la suite le Champ de Mars n'est alors qu'un marécage. Le site de Rome est un itinéraire utilisé depuis la préhistoire. Il se trouve sur un nœud de communication naturelle qui relie la côte du Latium aux zones montagneuses de l'Apennin central. Cet itinéraire est surtout utilisé pour acheminer le sel qui est récolté dans les salines à l'embouchure du Tibre et acheminé vers les régions d'élevage à l'intérieur des terres. À cette époque, le sel est indispensable pour conserver la viande, traiter les peaux ou encore faire des fromages. En plus de cela, Rome se situe dans une région que l'on appelle le Latium, même si elle se situe à la limite de cette région. Cette région était occupée par un peuple qu'on appelait latin et qui parlait une même langue, le latin, même si différents dialectes existaient. Ils avaient également des cultes en commun comme les féries latines, des fêtes en l'honneur de Jupiter Latiaris. Les principales communautés du Latium, Ardée, Préneste et Rome, sont occupées depuis l'âge de bronze, vers le XIVe siècle. À l'origine, Rome n'est donc qu'une communauté latine parmi d'autres. À la fin de l'âge de bronze, vers le XIIe siècle, la région va connaître une forte croissance démographique qui va entraîner la multiplication de ces communautés latines. Ces communautés vivent alors de la culture de céréales et de légumineuses et de l'élevage porcin, ovin et bovin. Au début de l'âge de fer, vers les Xe et IXe siècles, la région connaît 2 évolutions majeures. Tout d'abord, la concentration de population à certains endroits va permettre l'émergence de centres proto-urbains,
plus grands que des villages, mais plus petits que des villes. Autour du site de Rome, plusieurs de ces communautés proto-urbaines apparaissent à Fidène, Tivoli, Préneste et Ardée. Ensuite, l'archéologie nous a montré qu'à cette époque, certaines tombes se distinguent par la richesse de leur mobilier funéraire. Cela laisse penser que des familles aristocratiques ont émergé dans les communautés latines à ce moment. Ces deux phénomènes vont s'accentuer à partir du 8e siècle et l'on voit apparaître de véritables cités dotées d'une muraille. Sur le site de Rome par exemple, on a retrouvé les traces d'un forum boarium, un marché aux bestiaux, et ce qui semblait être un entrepôt de sel. Toutes ces communautés latines vont se développer de façon autonome, mais tout en conservant une culture commune. D'ailleurs, plusieurs siècles plus tard, les auteurs romains ont bien conscience que Rome est une cité latine qui partage une culture commune avec l'ensemble du Latium. Mais là, si vous avez tout suivi, vous devez vous dire « Mais en fait, Rome existe depuis l'âge de bronze !» Eh bien oui et non. Effectivement, le site de Rome est fréquenté depuis le Paléolithique et est habité depuis le XIVe siècle. Mais à cette époque, on ne parlait pas de ville et il y a de fortes chances pour que la communauté latine qui vivait là à ce moment ne portait pas le nom de Rome. Pline l'Ancien par exemple, dans son Histoire naturelle, nous dit qu'à cette époque, Rome s'appelait Saturnia. C'est bien sûr impossible à vérifier, mais c'est bien la preuve que même les Romains savaient que Rome n'existait pas depuis le XIVe siècle. On sait juste qu'un peuple proto-historique vivait sur le site de ce qui deviendra par la suite Rome. Comme vous l'imaginez, l'histoire de la fondation de Rome par Romulus et Rémus est totalement inventée. L'émergence de Rome comme cité-État est un processus lent et graduel qui commence à partir du Xe siècle. À cette époque, la colline du Capitole est le principal centre de peuplement. Peuplement quand même assez modeste, on parle de quelques dizaines d'individus. C'est à partir du IXe siècle que le site de Rome va vraiment commencer à se développer. Le site de Rome devient alors la porte d'entrée de toute la région latiale et un point d'échange commercial très important avec les cités étrusques qui s'étendent de l'autre côté du Tibre. Cela va entraîner la première modification importante. La nécropole, qui avait été installée au Xe siècle sur la colline du Palatin, est déplacée sur l'Esquilin afin de permettre à des personnes bien vivantes de venir s'installer sur le Palatin. Et comme vous l'imaginez, cette mesure permet à la population d'augmenter. À la fin du IXe siècle, on estime que quelques milliers de personnes vivent aux abords du Tibre sur le site de la future Rome. Ces gens ne forment pas encore une cité unifiée, mais plutôt plusieurs petits hameaux regroupant à chaque fois une quarantaine d'habitations. Ces habitations sont évidemment assez archaïques, construites à partir de matériaux trouvés aux alentours avec une structure en bois et une paroi en argile. Au IXe siècle, le site de Rome est donc constitué d'un ensemble de hameaux qui ne semblent pas unifiés. Les cabanes de ces hameaux sont d'ailleurs assez dispersées. Ces hameaux se connaissent et s'entraident, mais ils conservent tous leur propre autonomie et leur indépendance. D'ailleurs, la hauteur variable des collines sur lesquelles ces hameaux sont installés forment une barrière naturelle qui empêche pour l'instant une unification. C'est au 8e siècle que les choses vont changer avec, comme je l'ai dit dans la partie précédente, l'émergence de familles aristocratiques. L'émergence de ces familles aristocratiques va favoriser un phénomène que l'on peut voir comme la fondation de Rome, le synézisme. Le synézisme est un terme qui désigne dans l'Antiquité la réunion de plusieurs villages en une même entité, une cité. Au 8e siècle, les différentes familles aristocratiques qui émergent vont donc favoriser le rapprochement des différents hameaux et leur unification en une seule et même cité. Un mur d'enceinte va même être construit. Mais l'émergence de Rome n'est pas seulement physique et ce n'est pas seulement la réunion de plusieurs hameaux en une même cité. L'émergence de Rome, c'est avant tout l'émergence d'une société romaine. Le 8e siècle est marqué par une différenciation sociale accrue et des familles aristocratiques vont émerger et concentrer l'essentiel des richesses. Si ces familles ont pu s'enrichir, c'est principalement grâce à l'augmentation de la production viticole
au développement de l'élevage ainsi qu'à l'intensification des échanges commerciaux avec les Grecs et les Phéniciens. Car le 8e siècle marque aussi une ouverture vers le monde oriental de la Méditerranée. Par exemple, la céramique grecque se répand en Italie avec des motifs orientaux comme des sphinx ou des panthères. La structure de base de la société romaine qui se développe à ce moment-là est la familia, un groupe auquel on appartient par descendance masculine. Cette familia est placée sous l'autorité du pater familia, le père de la famille, qui possède la potestas, l'autorité sur les membres de cette famille. Ces familles vont ensuite se réunir en clans que l'on appelle gentes et qui portent un nom commun, le gentilis. Les familles qui composent le clan vont mettre en commun leurs richesses et leurs terres, ce qui permet au clan et donc aux familles de s'enrichir. Ces clans forment le noyau de l'aristocratie romaine, et c'est cette aristocratie qui prendra par la suite le nom de patriciens. Autour de ces clans aristocratiques, on retrouve un ensemble d'hommes libres qu'on appelle les clients et qui dépendent du clan auquel ils sont rattachés. C'est donc au 8e siècle qu'apparaît la structure qui va définir toute la société romaine pour les siècles à venir. Cette évolution n'est d'ailleurs pas propre à Rome puisqu'elle s'observe aussi dans les autres cités latines ou même les cités étrusques. Cette structure aristocratique va donner à la ville sa première organisation politique. Les pater familias vont se réunir en une assemblée qui sera par la suite le Sénat et qui va gouverner la ville. C'est dans la deuxième moitié du 8e siècle que cette nouvelle organisation va achever le synézisme et donc achever l'union des différents hameaux en une nouvelle cité, Rome. Dans la foulée, on va créer une nouvelle fonction, le roi. Le roi possède surtout des prérogatives militaires, en étant le chef de l'armée, et des prérogatives religieuses, en étant le prêtre suprême de la religion civique. Il détient son autorité du pouvoir des pater familias et du peuple, qui lui délègue le commandement, l'imperium, via une loi, la lex curiata dei imperio. Son pouvoir lui vient aussi des dieux, ce qui est concrétisé par une cérémonie d'inauguration religieuse. Ainsi donc, Rome naît réellement au 8e siècle, de l'unification des hameaux préexistants et de l'émergence d'un pouvoir aristocratique. Mais cela n'est que le commencement et il faut attendre le siècle suivant pour que cette évolution s'achève et que l'on voit apparaître une première monumentalisation de la ville. Voici donc ce que la science peut nous apprendre de la naissance de Rome. Mais même si les récits littéraires sont légendaires, tous les mythes ont une histoire et ils ne sortent pas de nulle part. Il est donc temps pour terminer de confronter mythe et réalité. Le récit des origines de Rome était très diffusé dans l'Antiquité, mais déjà à cette époque, les Romains avaient conscience qu'ils relevaient plus du mythe que de la réalité. Les historiens antiques comme Tite-Live ou Denys d'Halicarnasse le disent d'ailleurs clairement dans leurs écrits. De son côté, Plutarque, qui écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, commence sa vie de Romulus de la façon suivante. Les historiens ne sont d'accord ni sur l'auteur ni sur le nom de Rome, ni sur la cause qui fit donner à cette ville ce nom si grand et si célèbre, dont la gloire est répandue dans tout l'univers. D'ailleurs, il existe d'autres mythes que celui que je vous ai raconté en début de vidéo. Le professeur Peter Weismann compte 63 versions différentes du mythe fondateur de Rome, même si certaines versions sont assez proches les unes des autres. Certains auteurs antiques disent par exemple que ce sont les Pélages, les premiers habitants de la Grèce, qui auraient fondé la ville de Rome à la suite d'une bataille. D'autres encore que ce sont des Troyens fuyant la destruction de leur ville qui seraient arrivés dans le Latium et auraient fondé la ville de Rome en l'appelant ainsi en l'honneur d'une des Troyennes présentes qui s'appelait Roma. Et on assiste aussi parfois à un mélange de plusieurs mythes déjà existants. La tradition littéraire sur les origines de Rome est particulièrement riche. Mais le mythe de Romulus et de Rémus que je vous ai raconté en début de vidéo reste le mythe majoritaire et devient même la norme à partir du IVe siècle. Et je rappelle encore une fois que des auteurs comme Tite-Live écrivent plus de 700 ans après les événements qu'ils sont censés raconter. Et qu'en plus de ça, toutes les archives sur les origines de Rome ont été détruites en 390 lors du sac de Rome par les Gaulois.
Ce qui fait que même durant l'Antiquité, il était très difficile pour les auteurs romains de savoir ce qui était vrai ou non dans ces mythes fondateurs. En ce qui concerne les historiens plus récents, ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que les écrits des auteurs romains sont véritablement remis en question. Au XIXe siècle, ces écrits sont de plus en plus remis en question et la mode est désormais de dire qu'ils sont complètement faux. Mais depuis une quarantaine d'années, les points de vue évoluent de nouveau. L'archéologie, l'anthropologie ou la linguistique et certaines disciplines annexes de l'histoire comme la mythologie comparée tendent de plus en plus à montrer que la tradition littéraire antique n'est peut-être pas aussi fictive que ce que l'on pensait au XIXe siècle. Aujourd'hui encore d'ailleurs, le débat entre les historiens est assez vivace. Car vous l'avez sans doute remarqué, certaines informations données par les mythes sont avérées. Le lieu de la fondation de Rome tout d'abord, qui est situé sur le Palatin ou le Capitole. La date de la fondation de Rome, car même si elle varie d'un auteur à l'autre, la plupart placent cette date au 8e siècle avant notre ère. Et puis il y a aussi les origines latines de la ville de Rome, qui dans les mythes sont placées dans la ville d'Albe la Longue, qui n'a sans doute d'ailleurs jamais existé, mais qui dans la réalité sont très ancrées dans le Latium. La tradition littéraire antique donne une version très romancée de l'histoire, et Romulus et Rémus n'ont très certainement jamais existé. Mais cette histoire ne sort pas de nulle part, et ces récits permettent de confirmer ou de favoriser certaines hypothèses avancées par la science. Comme vous le voyez, Rome ne s'est pas fondée en un jour. Elle est le résultat d'une lente maturation et d'une série d'évolutions successives. Mais dès les origines, il existe une unité culturelle et religieuse dans le Latium qui a très certainement favorisé l'émergence de la cité. L'apparition des structures sociales et hiérarchiques sont également très importantes dans l'émergence de Rome et vont d'ailleurs structurer la vie de Rome pour les siècles suivants. De leur côté, les mythes fondateurs sont très répandus dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, même s'ils sont déjà à cette époque remis en question par les Romains eux-mêmes. Mais malgré tout, ils alimentent le côté légendaire de Rome. Ils nous apportent aussi de précieuses informations et viennent compléter et valider les découvertes. Bien entendu, il reste des incertitudes et les débats sur la question entre les historiens continuent. Il y a aussi certains points que je n'ai pas trop abordés, comme la religion romaine, afin de ne pas trop embrouiller le propos. Mais je pense quand même vous avoir livré une synthèse assez complète de la fondation de Rome. Mais l'histoire de Rome ne s'arrête pas au 8e siècle, elle continue avec la royauté et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Alors pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air afin de m'aider dans mes vidéos. Et si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, n'hésitez pas non plus à la commenter. Les commentaires sont faits pour ça. Je les lis tous et j'y réponds au maximum. Je me suis aussi rendu compte en préparant cette vidéo qu'en 2019 est sorti un film italien justement sur Romulus et Rémus. Un film qui a la particularité d'avoir été tourné en latin archaïque. La version originale est donc très intéressante à regarder. J'ai plutôt apprécié ce film aussi, notamment les décors qui sont particulièrement crédibles. Je vous le conseille donc si vous arrivez à le trouver en version originale sous-titrée, ça vaut vraiment le coup. Et en 2020 est aussi sortie une série italienne intitulée Romulus, sur le même sujet donc, et aussi par le même réalisateur. Cette série est également tournée en latin archaïque, mais malheureusement je n'ai pas pu la voir parce que je ne l'ai trouvée qu'en latin archaïque sous-titré en italien. Donc j'avais de grandes chances de ne absolument rien comprendre. Mais j'ai vraiment hâte de la voir, elle a l'air très prometteuse, et puis si ça vous intéresse, quand elle sortira en sous-titré français, je pourrais vous faire une petite vidéo dessus. En attendant, la prochaine vidéo sur la royauté romaine sortira dans 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, merci de votre soutien, portez-vous bien, à dans 2 semaines.